noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Ça raconte quoi les chants généralement? Ça raconte, je crois que ça raconte la vie, l'amour, la religion. Une comédie explosive sur le racisme, une plongée réaliste dans un Israël contemporain et toute la créativité de la troisième scène de l'Opéra de Paris. C'est le programme de ce numéro de À l'affiche 100% cinéma. Et j'ai le plaisir de retrouver Thomas Borez. Bonjour Axel. Notre critique cinéma, bonjour. Alors on commence avec une comédie signée Jean-Pascal Zadi et John Wax, tout simplement noir. Alors c'est un vrai faux documentaire qui, selon vous, pourrait être le phénomène de cette rentrée? En tout cas, on l'espère et toute l'industrie l'espère. C'est le premier film français à sortir sur les écrans après donc, ce confinement, à avoir un vrai potentiel commercial. On l'espère qu'il va marcher. Alors d'une part parce que le film est plutôt drôle, on y reviendra, mais aussi parce qu'il pointe du doigt un sujet sensible dont toute l'industrie du cinéma devrait être agitée par ce problème ou du moins y réfléchir sérieusement. C'est la représentativité dans l'industrie du cinéma français. Voilà, alors, tout simplement Noir, vous l'avez dit, raconte à la façon d'un faux reportage, d'un vrai faux reportage, le parcours de deux amis qui veulent organiser une grande marche des fiertés noires. Alors pour ce faire, il va falloir convaincre toutes les personnalités noires de France. Et ça va aller vite, dit un des protagonistes, parce qu'elles ne sont pas trop nombreuses. Voilà, regardez. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils vont pas du tout. Mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Voilà. Je vais faire une marche moi de mon côté avec les Indiens. Soirée entre on va niquer votre marche de Renault. C'est hyper excluant. On a des imams qui soutiennent. Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Quoi? Là, tu vas loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. Et on va entendre l'un des co-réalisateurs, Jean-Pascal Zadi, nous dire pourquoi le réalisme dans le film lui tenait particulièrement à cœur. C'est au micro de Louise Dupont. Vu que le film en fait traite de sujets d'actualité, on voulait ancrer ça dans la réalité pour que ce soit encore que ça paraisse plus vrai. Et quoi de mieux pour un faux documentaire que de garder son vrai nom. Et aussi pour la comédie, ça permettait en fait une espèce d'immédiateté avec les regards caméra de mon personnage et tout. Alors je tiens à préciser quand même que même si c'est inspiré de la réalité, je suis un peu moins con que le personnage qui est dans le film. C'est quand même un JP un peu extrapolé quand même si on part d'une réalité. Voilà, c'est un film qui a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire qu'il y a une liberté totale. L'idée de faire un vrai faux documentaire permet un peu toutes les libertés. Alors c'est foutraque, il y a un trop-plein, il y a presque comme ça l'impression de voir une succession un petit peu de gags plus ou moins drôles. Il n'empêche que l'ensemble dégage une énergie absolument dingue, notamment par la voix de Jean-Pascal Zadi, qu'on vient d'entendre, qui est absolument drôle. Il y a une espèce comme ça de bonhomie, comme ça sur le retrait, qui vraiment est efficace. Il y a aussi Fari, le comique qu'on connaît, qui est vraiment avec le verbe très acerbe. Voilà, puis il y a un casting de dingue. Joe Star, Lucien Jean-Baptiste, Vikash Dorasso, Eric Judor, Ramzi Bedia, Mathieu Kassovitz dans une scène vraiment très très drôle, ou encore Claudia Dagbo ou Stéphie Selma. Voilà, donc c'est un film qui pointe du doigt, vraiment, on l'a dit, un sujet grave, mais tout ça avec humour. Cette décontraction n'empêche pas une certaine lucidité et sévérité. Donc c'est un film explosif et ça fait du bien dans une comédie française à vocation populaire, en général très normée et, il faut le dire, très blanche. Et peut-être phénomène, d'après vous? On l'espère. À l'affiche également un film israélien, Chained, de Yaron Shani. Alors c'est le premier volet d'un diptyque sur le délitement d'un couple à Tel Aviv. Ouais, c'est formidable. Yaron Shani, on l'a découvert en 2009, c'était au Festival de Cannes. Il avait obtenu une caméra d'or pour Ajami, qu'il avait co-réalisé avec Skandar Kopti, où déjà c'était un film choral. Et alors là, il y a plus de 10 ans, sans donner de nouvelles, on se demandait ce qu'il était devenu, ce réalisateur. Eh bien, il revient avec pas un, mais 2 longs métrages, vous l'avez dit. Il y en a un qui sort cette semaine, la suite, ou à peu près, sort la semaine prochaine. Voilà. Alors, à la base, c'était une trilogie, si vous me suivez bien. Elle a été amputée par le distributeur, justement, et c'est pour devenir un diptyque, mais tout va bien. Il s'agit de la séparation d'un couple qui vit dans un petit appartement de Tel Aviv. Voilà, c'est un film qui est traité sur un mode suffisamment réaliste pour qu'on crée une confusion, justement, sur l'idée, là aussi. Est-ce qu'on est dans le documentaire, est-ce qu'on est dans la fiction? Je propose de regarder.
انه ده هيخليك لوم انت ده כשהייתי ילדה, איפה היית מוצאת את השקט הזה? במים, כן. אני מסתכלת על הבטן, אני רואה שהגוף שלך לא נשם. רוצה לשתף אותי קצת. Ça paraît doux comme ça, mais il y a quand même beaucoup de violence. Alors ça vous a beaucoup emballé, pour quelle raison? Justement pour ce mélange des tons. Alors le premier film qui sort cette semaine, on l'a dit, Shamed, est plutôt du point de vue masculin du héros qui s'appelle Rachid dans le film, qui est un policier dont on débute par une espèce de scandale lors d'un contrôle. Après on va pénétrer bien son quotidien et sa vie de famille avec Abigail, sa femme, qui attend un enfant. Et ce premier volet est à l'image de ce personnage extrêmement ambigu, très nerveux. C'est un homme-enfant qui ne l'empêche pas d'être violent. Voilà, je parlais du réalisme, c'est vraiment très fort là-dessus, et en même temps on sent qu'il y a une maîtrise absolue dans le dialogue, comment on restitue comme ça l'intimité d'un couple. Ça m'a fait penser tout bonnement à Scène de la vie conjugale, par exemple, de Ingmar Bergman, donc c'est pas rien, mais aussi à Cassavetes, dans cette façon de faire vibrer presque la parole. Et le deuxième film qui sortira la semaine prochaine, c'est plutôt du point de vue d'Abigail, donc de la femme, donc qui est plus dans une recherche, elle, de douceur et de spiritualité, et le film donc va lui ressembler. Voilà, c'est une espèce de presque d'ovni, une nouvelle façon presque de penser le cinéma et la narration autour d'un couple. C'est formidable. Et puis un Israël très contemporain. Absolument, et surtout c'est Tel Aviv qui devient un personnage vraiment à part entière. Et on passe à une programmation originale, Celle qui chante, 4 courts-métrages réalisés par la plateforme numérique 3e scène de l'Opéra de Paris. Alors on va regarder à quoi ça ressemble et on en parle après. ازش خواستم که برای من یه آوایی یه صدایی بیاد دیدم که صداش خیلی زیباست خیلی عالیه محشر یعنی یه سوپرانو خالص Des femmes qui chantent dans les grottes. Ouais. Jamais entendu parler. Je connais pas. Voilà un beau programme et en fait qui permet de mettre en avant donc la 3e scène, vous l'avez dit, plateforme numérique de l'Opéra de Paris, qui dès 2015 ont demandé en fait à des plasticiens mais aussi à des cinéastes de réfléchir, de faire des films autour justement de l'opéra. Et là ils ont décidé qu'il y avait 4 courts-métrages qui ont été réalisés, qui n'ont pas été pensés en même temps, mais qui parlaient, il y avait une espèce de fil secret, c'était la voix des divas, la voix des femmes. Et parmi ces 4 cinéastes, ces 4 films, aux 2 extrémités de ce programme, eh bien il y a 2 grands cinéastes. Il y a Sergei Loznitsa, le cinéaste ukrainien, réalisateur d'une femme douce ou de Donbass, qui fait un film, on l'a vu avec des archives en noir et blanc avec la Calas, qui a utilisé des archives des années 50-60 en France, le temps d'une soirée à l'opéra où on voit tout le gratin de général de Gaulle, arriver la reine d'Angleterre, Brigitte Bardot également, qui vont tous à l'opéra. Alors on les suit depuis les limousines jusqu'à l'entrée dans les ors de l'Opéra Garnier de Paris. Il a une manière de jouer avec les archives qui rend la chose à la fois extrêmement majestueuse et en même temps presque le ridicule d'une telle soirée. Et puis ça finit, on voit la Calas sur scène, tout le reste devient hors champ et d'un coup la voix transperce le cadre. Voilà. Et à l'autre extrémité de ce programme, il y a un film, un court-métrage de Jafar Panahi qui est dans la droite lignée de 3 visages. Son dernier long métrage qui avait été primé à Cannes, où on le voit toujours avec sa petite voiture, sa caméra embarquée, là, son espèce de projet de homemade, comme on dit, et il va essayer de rencontrer, de convaincre une famille dont la fille a une voix d'or, qu'elle peut chanter enfin, mais sa famille lui interdit pour des raisons religieuses. Voilà, c'est vraiment magnifique. Les 2 courts-métrages aussi sont intéressants, qui sont au cœur du film. Il y en a un de Karim Moussaoui, le cinéaste algérien, ou encore Julie Déliquet, là aussi
aussi une espèce de parallèle entre une femme malade et la Traviata. Voilà, donc c'est très beau, et donc ça se voit dans la continuité ou alors séparément en fonction de si vous allez en salle ou si vous allez sur le site de la 3e scène de l'Opéra de Paris. Voilà, parce que c'est disponible en ligne, donc sur le site de la 3e scène. Exactement. Et alors on termine avec un thriller sud-coréen, Lucky Strike, de Kim Jong-un. Alors on y trouve un cadavre, un pactole et des personnages qui sont en quête de richesse, dites-vous. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit. C'est un cocktail un peu explosif. C'est vrai qu'il y a un an, on se souvient, il y avait avec le succès qu'on connaît, il y a eu la sortie de Parasite de Bong Joon-ho, Palme d'Or, dont on ne revient pas. Et donc, Lucky Strike, c'est un an après, le distributeur espère bien relancer lui aussi les entrées en France avec donc un thriller sud-coréen dont vous avez dressé un petit peu le canevas. Voilà, il y a une espèce de polar. Alors, il n'a pas l'ampleur esthétique et politique du film de Bong Joon-ho. Il n'empêche que c'est assez jubilatoire. C'est inspiré d'un roman japonais et on va suivre vraiment plusieurs personnages à la dérive autour d'un magot et d'un cadavre, comme vous l'avez dit. Alors, à partir de cette intrigue a priori classique, le jeune cinéaste, dont c'est le premier long métrage, c'est toujours ça qui est impressionnant, comme avec certains cinéastes, notamment en Corée du Sud, c'est leur maîtrise dès leur premier long métrage. C'est assez impressionnant. Il y a une façon d'éclater son récit, de croquer les personnages, de jouer avec la temporalité et de la mise en scène qui est assez jubilatoire et assez dingue, surtout venant d'un jeune cinéaste. Voilà, ça s'appelle Lucky Strike, à voir aussi en salle. On va pouvoir en voir quelques images de ce film Lucky Strike. Merci beaucoup Thomas et à une prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de nous retrouver sur le site de France 24 et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt. 의심하는 거예요? 뒤통수 맞는 기분이 어떠냐? 소름 들어왔을 때는 아무도 믿으면 안 돼. 그게 네 부모라도. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Charles-Élie Couture, cet artiste aux talents multiples, à la fois peintre, photographe, poète, créateur de vêtements, activiste, galeriste et évidemment chanteur, auteur, compositeur. Ensemble, nous partirons en balade le long du canal de l'Ourcq. Et puis une rencontre avec Fabien Chalon qui nous ouvrira les portes de son atelier. Le Paris des Arts de Charles-Élie Couture, à retrouver très vite sur France 24.